Si quelque chose a changé, c'est qu'il y a un peu moins d'elfes dans le ciel et un peu moins de trolls sous les rochers et le long des ruisseaux. Ça devient un peu moins poétique quand même. Les Hautes-Chaumes du Forez s'étalent sur 9000 hectares entre 1400 et 1634 mètres d'altitude. La ligne de crête marque la frontière historique entre le Forez et l'Auvergne, tout comme aujourd'hui elle sépare le Puy-de-Dôme de la Loire. Ces plateaux sont les seules terres granitiques du Massif central à avoir connu une vie pastorale. L'exploitation des estives s'est faite dès le XIIe siècle, avec un fonctionnement profondément original. Effectivement, la propriété de la montagne et sa gestion a toujours été laissée à la communauté villageoise, alors que chaque famille avait son troupeau et son jas. C'est la seule estive de femmes en France. Avec les enfants, les femmes s'occupaient du troupeau, produisaient la fourme d'Ambert ou de Montbrison, selon le versant, montaient des chapelets et cueillaient des plantes médicinales. Les hommes montaient régulièrement en jasserie, mais vivaient au village en bas où ils s'occupaient des fenaisons et des moissons. Les témoignages des femmes relatent une vie de labeur, accompagnée de fierté d'avoir été responsables de leur travail et de leur espace de vie. Elles expriment le sentiment d'avoir ainsi obtenu une certaine liberté sociale. En 1926, environ 2500 personnes, 6000 vaches et 5000 moutons vivaient à la montagne de mai à octobre. Dès 1950, les très nombreux troupeaux de vaches ferrandaises et leurs gardiennes ont délaissé ces lieux. Bien que l'estive et la production de fourmes soient encore pratiquées aujourd'hui, les vaches de race Abondance, Charolaise ou Salers sont dans des parcs, tout comme les moutons sur le versant Loire. Côté Puy-de-Dôme, les éleveurs de la coopérative d'estive des Monts du Forez ont préféré confier leurs bêtes à un berger. Ainsi, depuis 40 ans, les moutons sont sous le regard attentif de Charles Forestier. Il nous raconte son métier de berger, son lien avec ses moutons, ses chiens, son regard sur la nature et son attachement à la montagne. Comment me présenter? L'Hirsute du Forez, puisqu'il y a l'Apollon, l'Hirsute qui garde les brebis. Orion, pigmenté d'infini et de soif terrestre, n'est pointant plus sa flèche à la faucille ancienne, les traits noircis par le fer calciné, le pied toujours prompt à éviter la faille, se plut avec nous et resta. Et il ajoute chuchotement d'étoiles. Et les matins, quand on regarde cette constellation d'Orion, je trouve ça magnifique. Quand j'ai commencé, j'avais 950 brebis. Mais on n'allait pas du tout sur Prabouré. On restait sur Montialier, autour de la Croix du Faussard, le Bechou, les Ners, Fond du Blanc et le vallon de la Jacine. Et à l'époque, j'avais que quelques petits parcs. Mais enfin, 900 brebis, disons que c'est facile à garder. 2100. Multiplie par 2 la surface, mais la montagne, il faudrait qu'elle s'étende un peu plus, parce que c'est quand même 2000 brebis, à faire bouger, c'est pas facile. C'est-à-dire que ça s'éparpille beaucoup plus. Alors, si la montagne est très qu'un versant, et pas plusieurs vallées ou sommets, ça serait beaucoup plus facile, puisqu'on les verrait toutes. Mais ici, le problème, c'est que c'est quand même assez vallonné. Donc 2000 brebis, on ne voit jamais 2000 brebis quand on garde
sur Montialier ou vers le Bechou ou dans Fond-du-Blanc. On n'en voit qu'une partie. Mais la personne avec qui je travaillais m'a énormément appris sur le comportement bien spécifique des brebis. Et comme ici il n'y avait pas de tradition de grands troupeaux, je l'ai appris ailleurs, je l'ai retransposé ici, et tout ça a été valable. Comme maintenant, j'essaye d'apprendre à Olivier, voilà, un grand troupeau, ça se manipule d'une certaine façon. C'est pas du tout 20 brebis ou 30 ou 100 ou 200 dans une bergerie. Oui, on m'a transmis, j'essaye de transmettre, mais les brebis sont les brebis, c'est les mêmes à travers tous les temps. Hein. Et le comportement sera toujours le même. Moi, quand je suis arrivé ici, il y avait pratiquement pas eu de brebis dans cette montagne, et il a fallu que je découvre le sens où ces brebis voulaient bien aller. Pas contre le vent, pas en pleine pente, pas. Et puis finalement, en 5 ou 6 ans, les brebis se sont fait un circuit finalement. Et maintenant, si j'arrive le 10 juin, je les laisse dans un pré au Chancer, et je faire manger ce petit pré, j'ouvre la porte, je rentre à la Jacine. Le soir, à la tombée de la nuit, les brebis, généralement, si j'ai mis du sel dans le parc de couchage de l'année d'avant, les brebis rentrent dans le parc de couchage de l'année d'avant. Tout est enregistré. Et donc là, naturellement, quelqu'un qui viendrait et qui dirait « Non, ben, je ne vais pas faire comme ça », mais il aura du mal. Il faut les laisser au maximum s'étendre et puis faire leur circuit. En faisant leur circuit, elles vont trouver à manger. Naturellement, il y a toujours quelques retors qui vont faire le contraire. Mais celles-là, on les repère. Et puis j'ai un parc derrière la Jacine qui va très bien pour ces genres de bestiaux. Voilà. En 15 jours, j'ai repéré les têtes fortes, parce qu'il y en a, qui passent sous les clôtures, sous les portes, qui sautent, qui vont... non, moi j'irai pas ici, mais je vais aller dans le bois manger cette petite herbe là, la canche, qui est très bonne. D'abord je vais manger ça, puis après on verra. Non, allez, tout dans les parcs, et puis tout se règle. Les agnelles, c'est un peu compliqué au début, parce qu'elles ont été généralement... elles n'ont jamais été gardées, elles sont dans des parcs. Alors là, ça pose un peu de problème. C'est un peu la galopade. Et elle loupe un peu les portes. Ça s'en va à droite à gauche, c'est loupé. Généralement, avec de la patience, au bout de 8 jours, c'est réglé. Et les béliers, de temps en temps, il y en a qui restent sur le carreau. Parce que 40 béliers, bon, il faut essayer de mettre pas trop bagarreurs, mais cette année, j'ai perdu 2 béliers. Je ne sais pas où ils sont. Alors, comme il a fait très mauvais au mois de juillet, j'ai gardé. Les après-midi, je sortais quand même, malgré le brouillard. Est-ce que 2 béliers sont restés avec une brebis au bord d'un bois? Je ne sais pas. Ou alors, ils se sont cassés la tête tous les deux. Et je vais retrouver le squelette, ou je ne vais pas retrouver, mais c'est possible que tous les deux restent... Mais ça, je ne l'ai pas vu. Et je ne sais pas où ils sont. J'ai jamais eu 1%. Cette année, il y a 4 brebis qui sont mortes. Non, les troupeaux qui viennent ici, c'est des troupeaux qui... c'est suivis. Comme c'est toujours les mêmes éleveurs depuis très longtemps, ils savent qu'il faut faire un tri avant de monter les bêtes. Et il n'y a pas de problème. J'ai pas le problème de parasites, tout est en ordre. Au début, quand j'ai commencé, il y avait quelques éleveurs à la retraite qui montaient quelques brebis. J'appelais ça des vieilles anglaises. Elles étaient vieilles. Elles étaient de Saint-Germain-l'Herbe ou du Vernet-la-Varenne. Mais elles ne passaient pas la saison parce que le petit vieux ne voulait pas le voir mourir chez lui, donc il les montait là. Et
C'était un peu rude à la fin parce que les brebis perdent leurs dents avec l'âge. Et dans la bruyère, et maigrissaient un peu trop fort, quoi. Mais bon, il n'y avait pas d'enjeu économique là-dedans, quoi. Plutôt que de les voir galérer chez lui et de les emmener à la montagne, il l'oubliait, puis voilà. Il y a des brebis qui vont devant. Alors, moi j'appelle ça les gourmandes. Il faut bien donner une explication. Je ne sais pas si elles sont gourmandes ou si elles veulent marcher. On ne sait pas. Donc, et il y a celles qui marchent. Oui, il y a celles qui marchent, mais il y a quand même des brebis qui sont de tête. Pourquoi? Parce que sans doute que en plaine, quand le propriétaire veut les changer de parc, il prend son seau et elle a l'habitude de manger dans le seau, donc elle est devant et elle reste devant. Elle ne sait plus pourquoi. Il n'y a plus de seau, mais bon. Alors je lui mets une cloche et puis je sais que voilà. Mais autrement, le troupeau, au bout de quelques jours, est complètement mélangé. Complètement mélangé. Et quelques-unes qui sont, ben oui, toujours derrière et qui passeront toujours les dernières. Grosso modo. Par contre, un troupeau de vaches, elle peut rester et se mélanger à certaines heures de la journée et se séparer. Je vois dans Pradoux, quand je garde sur Montielier, je vois le troupeau de Pradoux, j'avais 40 vaches pendant une quinzaine d'années. Eh bien, les laitières et les vaches à viande, hein, à certains moments et certaines heures, c'était complètement séparé. Hein. Mais la brebis, non, ça se mixe, ça se mélange. Et s'il n'y a pas la tradition des Alpes avec les menons, avec les flocas, non, il n'y a pas ça. Donc, non, il faudrait, pour avoir une brebis qui suive bien, bon, ben, c'est un travail, il faut choisir une agnelle ou un mâle castré, et puis lui donner à manger, et continuer à lui donner à manger, et puis vous sortez de votre poche quelque chose, quelques petits grains, il va suivre, mais ici, bon, ça se fait pas. Ça serait bien utile, mais moi je l'ai jamais fait. Parce que je sais pas, j'ai mené ce troupeau, ça m'a jamais posé de problème. Pour les rassembler, les passer au pédiluve et tout ça, j'ai jamais eu de problème. J'ai toujours fait ça dans le calme et ça s'est toujours bien passé. J'ai pas eu l'utilité d'avoir une bête qui me suive toujours. Le début de la coopérative d'Estive, c'était pas du tout dans ce vallon. Je pense qu'à l'époque, il y avait encore en 55, 56, je pense qu'il y avait encore des éleveurs qui venaient ici. Au moins peut-être à la Jacine. Mais le berger habitait les Ners. Le buron des Ners appartenait à la famille Combes, des mères de Job, et avec le collège agricole, ils ont inventé cette structure. Lui a laissé son bureau des Ners à la disponibilité à l'époque c'était même pas coopérative, c'était un syndicat, et ça avait été mis en place par les gens du collège agricole d'Ambert, avec quelques agriculteurs d'Ambert et d'Arlan, qui montaient 250 brebis. Ils montaient du puits à pied, ils montaient aux Ners. Et petit à petit, le troupeau s'est agrandi. En 1970, c'était Pierre Tarteau qui gardait aux Ners et de plus en plus dans le vallon de la Jacine. Et quand je suis arrivé en 72 avec lui, il a passé un mois avec moi pour me montrer un peu ce que c'était que la montagne. Et en 72, c'est là, cette année-là, où la coopérative d'Estive avait acheté les terrains, le vallon de la Jacine, à plusieurs propriétaires de Job, ce qui a empêché une plantation, style plantation des Albas ou certaines plantations en dessous de Pégrolles. Et le vallon, les agriculteurs ont demandé la préemption de la SAFER et bon, l'a obtenu. Et ont réparé le bureau de la Jacine, qui a été aménagé
sommairement, mais j'ai vécu pratiquement 30 ans. Et puis, il y a un peu plus de 10 ans, on a mis le confort moderne, eau froide, eau chaude, eau mitigée. Allez, disons plus fonctionnel et plus facile. Et je me suis installé. En 72, il n'y avait pas de chemin. On montait à pied du Champsaire et on arrivait en voiture par le col des Supers, les Ners, Montialier. Mais à l'époque, on avait des 2 chevaux et des 4L. Maintenant, ça serait absolument plus possible. C'est des 4x4. Enfin, il fallait presque 3 quarts d'heure pour arriver du Champsaire à la Jacine avec des sacs à dos. C'était la montagne, moins accessible, plus rude. Il y a des bergers qui disent qu'il ne faut pas caresser les chiens, il faut rester bien en dehors de tout ça. Moi, j'ai toujours fait exactement l'inverse. Et finalement, j'ai eu des chiens qui ont pas mal travaillé, des bons, des mauvais. Et quand on a des bonnes origines, des chiens dont les parents ou grands-parents travaillent, on est déjà un peu assuré d'avoir une bonne souche. Et puis les petits chiots, eh bien, par atavisme, quand ils commencent à courir, ils font le tour du troupeau avec les aînés. Et c'est là où il faut leur apprendre à s'arrêter, impérativement au stop, et puis à se coucher. Ça commence à être un peu difficile parce qu'ils sont fougueux. Et puis ensuite, quand tout ça est en ordre et qu'ils reviennent au pied, eh bien, on apprend droite et gauche. Et puis après, il y a les très bons, les moyens, et puis les carrément médiocres. Alors entre un très bon qui invente des astuces et qui s'amuse avec les brebis, parce que je pense qu'à un moment donné, les très bons chiens, c'est un jeu. Et puis dans les médiocres ou les pas très bons, eh bien c'est une galère, et puis voilà, ça se passe pas bien. Mais bon, dresser un chien, il faut beaucoup de patience, et puis surtout, moi je pense qu'il faut petit que ces chiens qui vont travailler aient une vie sociale et puis s'amusent avec d'autres, apprennent les relations entre chiens et puis avec les gens qui ne soient pas... voilà, il faut être avec son futur maître très tôt et puis s'amuser. Moi je m'amuse beaucoup avec les petits chiens avant de commencer de les dresser. Et tout devient après un jeu. C'est beaucoup plus facile. Par exemple, Tarzan, je l'ai pratiquement jamais dressé. Je l'ai eu, il ne savait absolument rien faire. Il avait 15 jours pour venir apprendre. Il a regardé les avions et les papillons pendant 8 jours. Il a trouvé la vie belle. Et puis au bout de 8 jours, il dit, tiens, si je faisais comme les autres. Et il a fait comme les autres. Et comme c'était un brave chien, il a fallu juste lui apprendre à s'arrêter net. Et puis à se coucher. Et puis voilà, c'était un chien qui était... C'était un bon chien qui voulait faire plaisir. Et c'est très plaisant d'avoir ce type de chien qui joue pas d'entourloupe et qui est aux ordres. Les 10 premières années ou 15, c'est que j'avais pas de chien comme ça. J'avais les grands bas rouges. 2 grands bas rouges costauds. Le border collie est arrivé dans les années, disons, 70, 75. Avant, c'était les labris, les beaucerons, et puis voilà. Bon, il y en a bien d'autres, mais il n'y avait pas encore de border collie. Mais ici, c'était très bien. C'était des chiens puissants qui faisaient du bon travail. Les border collie, c'est des travaillent un peu différemment. Ils ont, comment dire, ils travaillent beaucoup plus rapprochés que le bas rouge. Ils ont cette façon d'arrêter les brebis, les vrais border collie, parce que beaucoup ne le font pas. Ils n'ont pas ce mental là, de se mettre comme le chat qui attend la souris. Quand ils s'aplatissent devant les brebis, en claquant des dents, ouh là là, ça c'est tout à fait spécial.
Oh, j'ai eu des excellents chiens bas rouges et j'aimais bien ces grandes bêtes. J'aimais bien. Oui, oui. Mais ceux-là sont gentils et courageux. Voilà. Mais la difficulté pour les éleveurs de dresser un chien, c'est que il n'y a pas que la garde. Et en fait, ces gens ont des brebis, mais gardent très peu. Donc, ils n'ont pas le temps de vraiment s'occuper de dresser leur chien. Donc, je me les confie, enfin, et puis j'essaye d'en faire quelque chose. Et lui, ça va pas mal. Il a fait beaucoup de progrès. Ouais, comme c'est mes derniers jours de garde, disons mon dernier petit mois de garde avec ces chiens-là, je suis beaucoup plus tolérant. Je laisse filer. Et les chiens en profitent. Tarzan, Bouli, allez viens. Tarzan, viens. C'est pas vraiment convaincu, hein. Ah non, non, non. Il fait chaud. Et j'ai pas la voix suffisamment persuasive là. Bouli vient au pied. Mais ils sont un peu chameaux parce que si je parle avec quelqu'un ou si le téléphone sonne et que je dois répondre, eh bien ils en profitent pour faire leurs petites affaires, hein. On n'est pas là pour pousser les brebis, on est là pour les faire manger, les faire paître. Sans chien, pas de berger. C'est clair et net. Les brebis, si elles sentent pas le chien, c'est non, pas de berger. Non, non, là, on peut prendre ses bagages, non, il faut des chiens. Le travail est absolument impossible, c'est impossible. Les habitants de la montagne, je sais pas, il faut partir à quelle altitude on commence la montagne? Mais il y a une chose dont je suis à maintenant, un certain moment d'ailleurs, persuadé, c'est que quand la montagne était exploitée, qu'il y avait combien 800 burons en exploitation sur le Forez, côté Loire et partout. Je suis sûr que ces gens qui ont travaillé là, eh bien, ils ont une vie rude, quelque chose mais on ne peut pas imaginer le travail fourni et la galère qu'ils étaient affrontés. J'ai connu dont la famille Épice, hein, qui pouvait me parler parce que en 84, combien ils avaient 80 ans. J'ai connu la Maria Lebon qui montait encore à 75 ans ou 70 à la Richard et qui était quasiment, oui, elle est montée, la première année de sa vie, elle est montée à la Richard. Et quand elle me racontait que petite, elle gardait les vaches et qu'on voyait à peine son chapeau dépasser dans les ornières que faisaient les vaches, et descendre à Job et remonter du pain par le passé donc de Paya au four, et puis le col du Chancer, et puis Prédaval, et puis la montée de Prédaval à la Richard, tout ça à pied. Ces gens-là en ont bavé, comme c'est pas possible. Sans avoir le choix, c'était leur vie. Et je comprends très bien qu'à un moment donné, tout ça a été abandonné. C'était trop dur. Et sans perspective. Un parasite. Voilà.
Non, je pense que j'ai jamais eu l'explication. Quelque chose qui m'a interpellé pendant longtemps, parce que vivre à la Jacine, donc j'ai retrouvé des conditions où ces gens-là, avant moi, vivaient. Avec un garde-manger pour garder le fromage, pour garder la viande et des choses comme ça. Donc tout ça est limité. Mais ces gens qui produisaient de la fourme, qui faisaient de la fourme, il n'y a jamais personne qui m'a expliqué comment ils empêchaient la mouche d'attaquer leur fourme. Une seule fois, il y a une personne, et je retrace ça, j'ai encore la gorge serrée. Cette personne a versé des larmes et elle m'a dit comme ça, mon petit, tu peux pas savoir et tu sauras jamais. Parce que je pense qu'ils en ont bavé. Ça devait être terrible, terrible. Des conditions de vie pas faciles. Alors bon, c'est Henri Pourrat, un des livres qui retrace le mieux, c'est Le Chasseur de la nuit, puisqu'il parle entre Valcivière et Saint-Pierre-la-Bourlonne. Il y a des choses justes. Il parle de la femme qui vit à la Jacine, mais comme il y avait 2 burons, parce que c'est là où j'habite tout le précédent, qui mettaient des mottes de terre devant sa porte quand il y avait vent du sud, parce que c'était invivable, que l'air rentrait. Alors oui, on peut dire, il y a des légendes dans la montagne, mais c'est tout, ça a surtout été une bonne et grosse misère, je crois. Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance d'arriver à un moment donné où l'espace était quasiment libre, abandonné par ces gens, parce que c'était bien. Il y avait des parcelles cadastrales, il fallait les respecter au micro-poil. Il y avait des chiens partout dans la montagne, et il devait y avoir des disputes, ça devait être affreux. Moi, je vais arriver, j'ai plus qu'apprécier, puisque c'était mon choix de vivre un peu en retrait du remue-ménage de la plaine. Donc moi, je me suis trouvé dans un endroit qui me convenait tout à fait. J'adorais aller à la Richarde voir Marius et la Maria Lebon. Quand il faisait brouillard, je partais de la Jacine et je m'en allais passer l'après-midi avec eux. Et j'ai appris plein de choses, beaucoup de choses avec ces gens, qui ont influencé sur mon travail aussi, hein, parce que ils avaient une vision tout à fait juste. Hein. Le brouillard, l'orage, s'il arrive, ils m'ont appris des observations qu'ils avaient faites que j'ai repris intégral. Hein. On peut s'imaginer des choses, que l'herbe pousse et qu'elle va repousser après. Non. Si ces gens-là disaient non. Après le 15 août, terminé, il n'y a plus rien à voir, c'est fini. Et on peut imaginer que oui, il fait beau, il va. Non. Eux savaient. Et quand je suis arrivé ici en 1972, et que je regarde maintenant et je me dis, tiens, qu'est-ce qui a changé? En fait, pas grand-chose. Dans la nature, il n'y a pas de nouvelles plantations, il y a eu des bois coupés, comme au col du Béal, voilà. Et puis il n'y a plus les grandes oreilles de Mickey des militaires pour écouter. Et puis la bergerie de M. Veillon qui a été construite, mais le reste, je crois que rien n'a bougé. Dans le vallon de la Jacine, pas grand-chose. Une jasserie qui s'est écroulée malheureusement. De la bruyère qui a disparu, puisqu'il y a quelques parcs qui ont été faits, mais ça n'a pas été quelque chose de violent, hein, de la fauche ou du girobrouillage. Ça a plutôt été des terrains gagnés en faisant ce qu'ont toujours fait les bergers, c'est-à-dire en parquant les brebis la nuit dans des petits enclos pour fumer le terrain.
On l'a fait à plus grande échelle. Le parc faisait pas 5 mètres ou 10 mètres sur 10, mais 1 hectare, 2 hectares. Et puis on le laisse quelques années, 2 ou 3 ans, et on le démonte et on l'intègre dans un autre parc. Et ce qui fait que la bruyère disparaît et l'herbe repousse. Le pâturage est amélioré de cette façon. Et c'est plutôt ce qu'on a fait dans le vallon de la Jacine, plutôt que girobroyer et essayer d'enlever radicalement la bruyère, puisqu'on est dans des endroits ici qui sont quand même... c'est en altitude, alors la repousse de l'herbe, c'est un peu problématique. Il n'y a pas de travaux culturaux et de choses extravagantes qui ont été faites. La tourbière est absolument magnifique, surtout à cette saison, dans les roux, c'est un régal des yeux. Si quelque chose a changé, c'est qu'il y a un peu moins d'elfes dans le ciel et un peu moins de trolls sous les rochers et le long des ruisseaux. Ça devient un peu moins poétique quand même. C'est une chance inouïe d'avoir ces 8 jours de beau de mois de septembre, de fin septembre, début octobre. Et on sent le troupeau tout à fait calme. Pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, la dernière semaine de garde avec le grand beau temps. On vient d'en redescendre encore quelques-unes avant de descendre définitivement au boucher. Profondément original et adapté aux régions de montagne, l'estivage ou pastoralisme est une activité de production qui a une fonction sociale, économique et a un rôle environnemental primordial. Les pratiques des bergers ou pasteurs permettent de conserver et d'entretenir des paysages ouverts. Elles agissent fortement sur les pâturages, préservant les écosystèmes et favorisant la biodiversité des espèces. Le pastoralisme, tout comme les Hautes-Chaumes du Forez, n'existe que par ce rapport étroit et respectueux établi entre les hommes, la terre et les troupeaux. Oui, c'est la dernière, c'est la dernière saison en tant que berger pour la coopérative d'Estive. Physiquement, c'est trop éprouvant. Je ne pourrais plus faire marcher autant. Non. Mais enfin, c'est tout à fait bien d'avoir le beau temps, un petit troupeau, ce qui permet Olivier de pouvoir garder tout seul et de se faire un peu la main avec son petit chien qui dresse. Et l'année prochaine, avec quelqu'un d'autre, ils prendront en main le grand troupeau. Mais enfin, c'est bien parce que depuis quelques jours, il garde pratiquement seul. Il réussit ce qu'il veut faire, à emmener le troupeau là où il a envie. Et voilà, c'est valorisant pour lui. Et puis en même temps, de plus en plus, je pense que le soir, il me raconte un peu sa journée et il trouve cette montagne absolument magnifique parce qu'en fait, il y a une vue à 360 degrés entre au sud le Mézenc et peut-être les Gouales et à l'est les Alpes avec le Mont Blanc, l'Oisans, voir le Puy-de-Dôme et le Sancy, donc c'est absolument fantastique d'avoir une vue comme ça en permanence. Parce que l'important dans ce lieu, c'est
de l'apprécier et de l'aimer. C'est une des conditions qui fera que des gens puissent rester ici. Bon, le travail, il faut aimer travailler donc sur un troupeau de brebis, savoir les soigner, savoir les manipuler, mais c'est surtout le fait d'être en communication avec le lieu où on est. Je conçois très bien que Montialier, pour certains, dans le brouillard et dans le froid, ça va être absolument insupportable. Une tombe, alors que moi j'ai sillonné ça depuis 40 ans, par tout temps, et même dans le brouillard, je prenais plaisir, à la limite, à me perdre, puisque j'avais plus de repères du tout. Quand le brouillard est vraiment épais, on peut se dire je connais tel arbre ou tel endroit, mais on n'arrive jamais pile poil où on dit tiens, je vais arriver là. Non, on se trompe de 100 mètres, 200 mètres. Et on redécouvre d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on regarde au loin. Dans le brouillard, on regarde devant soi. Et là, on redécouvre une plante ou une petite source qu'on n'avait pas vue, quelque chose. Et en étant vraiment attentionné, on arrive à avoir une accumulation de renseignements sur cette montagne faramineux. Connaissant les gens, je pense que ça se passera bien. C'est leur volonté de venir dans cette montagne précise. Donc, en connaissance de cause. Et je pense qu'ils ne seront pas déçus. La montagne leur rendra plein de choses intéressantes. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai trouvé la vie ici intéressante et très souvent chargée d'émotions et de sentiments très forts. Puisque finalement on est au contact direct et il faut faire avec. Le prendre en pleine poire quand ça va mal et puis d'avoir un plaisir comment dire, un grand plaisir comme là, à ce moment, la tourbière toute rousse, les couleurs du soir, Orion le matin, tout est là. Tout est là. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un troupeau de brebis qui m'a forcé à être le matin de bonne heure et le soir tard dehors. Donc là, il y a eu communion et fusion. Et d'être même sous le mauvais temps, de me faire prendre par l'orage bien comme il faut, et d'avoir des sensations fortes. Parce que quand l'orage vous foudroie un arbre à 30 ou 40 mètres de vous, ça fait bizarre. C'est-à-dire que moi je vais résumer la chose. À côté, c'est pas dedans. Voilà, c'est tombé à côté et c'était pas sur moi, point la ligne. Mais je dis 40 mètres, mais c'était pas 40 mètres. J'étais sous le bon arbre. Mais oui, c'est à partir de ce moment-là où j'ai pris conscience que c'était quand même dangereux l'orage. Mais avant, j'étais totalement inconscient. J'avais pas. Mais ce jour-là, oulala, un grand crack. Mais c'est aussi, quand je suis à la Jacine, un bon orage avec de la grêle, le seul moment où je m'autorise un whisky avec On the Rocks. Avec un petit peu de grêle dans le verre. Et il faut profiter de chaque moment pleinement et voilà. C'est-à-dire qu'en étant ici longtemps, en ayant essayé de comprendre ce qui se passait
le plus parfaitement possible et dans les détails. On ne sait plus si à certains moments j'avais l'impression de devenir la montagne, d'être la montagne, et que finalement rien ne pouvait m'arriver parce que j'ai vécu 40 ans ici. J'ai pratiquement jamais eu d'accident. J'aurais pu avoir plein de choses, mais il m'est absolument rien arrivé. Même par temps d'orage, quand je faisais même de la moto, puisque je circule en moto, des vipères, j'ai marché sur des vipères, je me suis couché sur des vipères, il s'est rien passé. Et je pense que à un moment donné, c'est la communion totale. Et rien ne peut arriver de grave, puisque j'avais l'impression d'être la montagne. Peut-être un peu prétentieux, mais ça me regarde. Je l'ai vécu comme ça. Et quand je rentrais à pied des Ners après une journée de garde dans la pluie et dans le mauvais temps, arrivé en haut de Montialier et où on voit le soleil qui se couche derrière le Puy de Dôme avec tous ces reliefs du Livradois, des couleurs, des sapins, des épicéas, des champs, des céréales et le ciel qui vire au mauve. Alors là, on s'assoit et puis on n'avance plus, on est scotché et on attend que tout ça se passe. Et voilà, j'ai pris aucune photo. J'ai jamais eu d'appareil photo ici. Mais j'ai un registre d'images et de couleurs absolument sensationnel dans la tête. Mais pendant l'hiver, la Jacine est fermée à clé, fermée par la neige. C'est impossible de vivre ici. Hein. Non. Donc on oublie. Le froid fait que les derniers jours, quand vraiment il fait froid, on sent l'inconfort. Donc à un moment donné, on n'a pas de regret à quitter le lieu. Le grand chasseur du ciel apparaît, donc il faut disparaître. Un peu comme les Indiens d'Amérique qui changeaient leur campement à la position d'équinoxe de la Grande Ourse. Ils se reconnaissaient et ils changeaient de campement, donc on pouvait faire un peu la même chose. Moi je trouve ça très émouvant parce que ce grand chasseur, hein, Orion, c'est 4 étoiles, la ceinture, le baudrier, son arc, qui vise vers la constellation du Taureau, la petite étoile rouge Aldébaran, et puis les Pléiades. Donc pour moi, c'est un peu tout réuni. Le Taureau, les livres, la Pléiade, et je trouve ça magnifique. Et ça veut dire aussi que la campagne est finie. Il faut migrer. Et on se retrouvera au printemps avec les jonquilles et le coucou qui chante dans les bois.
J'aime bien un poème de René Char. Alors c'est Orion, pigmenté d'infini et de soif terrestre, n'est pointant plus sa flèche à la faucille ancienne, les traits noircis par le fer calciné, le pied toujours prompt à éviter la faille, se plut avec nous et resta. Et il ajoute chuchotement d'étoiles.